Bonjour. Cet atelier est porté par les rencontres Génie des lieux, qui est un cycle de conférences et d'ateliers annuels. Vous en avez l'extraction intellectuelle et le condensé dans le guide que vous tenez entre vos mains. Chaque année, 4 fois par an, une série d'ateliers réunissent maîtres d'ouvrage, professionnels, industriels et experts autour de thématiques sur la transformation de l'entreprise. On s'intéresse par exemple cette année à la production immatérielle, c'est-à-dire à l'économie servicielle. On s'intéressait à des questions de mobilité, aux nouvelles façons de travailler, etc. Et aujourd'hui, on est ravis d'être là avec vous pour parler de la démarche éthique dans le cadre des achats et de l'aménagement des espaces de travail. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est comment mieux penser les espaces de travail en amont de la démarche d'achat des équipements. C'est vrai que la stratégie d'entreprise exige désormais de répondre à des contraintes de développement durable, par exemple. Pour les acheteurs que vous êtes, la notion de coût ne suffit plus. Il faut également raisonner en termes de quantité et en termes de coût d'exploitation. Alors vous avez ici devant vous sur le plateau des fabricants d'espaces tertiaires qui présentent des engagements et on va essayer de voir comment on peut vraiment les évaluer. Je vous présente Antonio Duran, qui est responsable pour la France, la Belgique, la Suisse, de la société Actio, qui est un fabricant de mobilier, un aménageur espagnol. À sa gauche, Stéphane Attali, qui est le directeur pour la France des éclairages Régent. Et puis Pierre Boucher, qui est directeur associé chez Génie des lieux et à qui je vais passer la parole en premier. Il va nous présenter la démarche éthique mise en place par son entreprise, ce que ça veut dire concrètement. Et puis, pour nous aider aussi dans notre réflexion, on va identifier avec lui les 10 critères de réussite d'une consultation d'appel d'offres. Oui, bonjour. Merci de votre participation. On va vous présenter en 3 quarts d'heure un témoignage sur la démarche éthique en matière d'achat de mobilier de bureau avec 2 témoignages d'industriels qui vont venir compléter cette approche. Donc Génie des lieux, en 2 mots, est une structure fondée en 1996, est une marque commerciale qui s'est développée autour de plusieurs structures depuis 15 ans, constituant une plateforme de compétences spécialisée dans le domaine de l'organisation de l'aménagement des espaces de travail tertiaires, avec un réseau de partenaires spécialisés qui nous a permis de réaliser de nombreux projets, dont 3 grands prix du CIMI en termes d'aménagement de bureaux. Nos références, 150 clients depuis une quinzaine d'années, à la fois dans le côté maîtrise d'ouvrage public et privé, nous ont fait confiance sur des opérations importantes de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs milliers de personnes en termes de collaborateurs. Rapidement sur les critères de réussite pour acheter un mobilier de bureau, ça nécessite un processus très professionnel, basé sur la transparence, l'ouverture d'esprit, à la fois dans les démarches de mise en œuvre du projet que dans les orientations et dans les solutions. C'est un processus assez complexe où l'ensemble des acteurs de l'entreprise finalement a son mot à dire, que ce soit le directeur général ou le collaborateur, les partenaires sociaux, le médecin du travail. Donc ça nécessite un processus construit, logique, transparent. 10 points rapidement, ça nécessite bien sûr un programme mobilier pour définir le programme, les besoins en fonction des métiers. Si on souhaite respecter les normes françaises, européennes, ce n'est pas les mêmes logiques. La définition d'un budget est bien sûr très important pour vérifier si on est sur un budget de 1 000 € le poste ou 3 000 € si on comprend l'ensemble des composants d'un mobilier et des postes annexes, espaces de détente, où on situe le curseur bien évidemment. La visite de showroom va permettre de consolider, de vérifier l'esprit et les orientations d'un cahier des charges et affiner un cahier des charges en vérifiant telle et telle solution à travers les fabricants, les solutions existantes. Ça permet de peaufiner un cahier des charges. La définition des critères de sélection, bien sûr, et de non-sélection, voire d'élimination, sont très importantes, surtout dans des marchés publics, pour que l'analyse soit très claire et ne soit pas discutable. La pondération de ces critères également. Autre point très important, c'est l'approche environnementale. Bien sûr,
il est nécessaire d'avoir une approche le plus générale possible, au-delà des matériaux, de la qualité des matériaux, du bilan carbone. On propose également que les industriels s'engagent en fin de cycle de vie, de récupérer les mobiliers de bureau, ceci dans le coût de la prestation initiale ou dans un surcoût à définir. Mes partenaires réagiront par rapport à ça. On ne sait pas encore dans les pratiques actuelles, mais je pense qu'on va tendre vers ce type de dispositif assez rapidement. Instaurer un dialogue global, compétitif, très important. La réponse à un cahier des charges ne se fait pas du premier coup. Il faut un dialogue construit, compétitif, interactif, qui permet de s'approcher le plus précisément possible en fonction des offres des industriels, chacun des logiques. Donc il faut construire avec eux la meilleure offre possible en fonction de leur outil industriel pour répondre aux besoins. Ensuite, que la meilleure offre gagne, bien sûr, en termes de rapport qualité-prix, mais c'est important d'élaborer ce dialogue pour améliorer les offres au plus près des besoins et des outils industriels. L'espace pilote témoin est bien sûr important pour vérifier avec un témoin, un deuxième, voire un troisième pilote, qui va permettre de vérifier, voire d'expérimenter, d'approprier les solutions mises en œuvre sur une durée de 2-3 mois. On peut mettre avec des collaborateurs sur une dizaine, quinzaine de postes, sur des gros projets. L'enjeu est très important et ça vaut le coup de prendre le temps d'expérimenter sur des vrais espaces pilotes. Enfin, l'association, bien sûr, de la médecine du travail, des collaborateurs dans une concertation à organiser en termes d'enquête. La validation du bon à tirer d'un point de vue technique, de visiter l'usine, de faire des tests techniques, c'est très important pour s'assurer en effet que le produit final est cohérent avec le cahier des charges jusqu'au bout. Très important ce point-là. Et puis bien sûr, demander un service d'assistance commerciale, d'explication les premières semaines de l'emménagement pour que chaque collaborateur sache utiliser son mobilier avec toutes les fonctionnalités, les possibilités. Quelques images très rapides pour vous montrer des références à la fois sur BETC, sur Cartier, sur le groupe Danone, Technicolor plus récemment, qui ont fait l'objet d'un cahier des charges assez ouvert, qui a débouché sur des solutions assez innovantes qui étaient adaptées à la logique de l'entreprise, à l'esprit, à l'identité qu'elle recherchait et aux fonctionnalités nécessaires. Un travail long d'adaptation, aucun poste de travail, bien sûr, ne se ressemblent. Les offres des fournisseurs, des industriels sont très différents, même s'il y a une uniformisation assez fréquente sur les solutions bench. Il y a également, néanmoins, d'autres solutions techniques, fonctionnelles, ergonomiques, qui viennent enrichir les solutions. La solution bench est très adaptée dans beaucoup de projets, mais pas uniquement. Elle a ses limites également. Dernière référence, la mairie de Montpellier avec Jean Nouvel, avec un cahier des charges très atypique, beaucoup de contraintes liées à une architecture assez exceptionnelle sur 1000 postes à Montpellier. Jean-Christian, j'aborde tout de suite la démarche éthique ou tu voulais Oui, tu peux nous présenter la démarche éthique et l'engagement de Génie des lieux en ce sens. Alors, du coup, voilà, excusez-moi. Alors, la démarche éthique que Génie des lieux propose est très importante d'un point de vue transparence et d'indépendance avec le secteur industriel prestataire. Je crois que c'est très important que les sociétés qui conseillent le mobilier de bureau, qui réalisent des cahiers des charges, ne disposent d'aucun lien avec ces industriels. Refuse bien sûr toute rémunération occulte, rétrocommission, pourcentage en fonction de l'appel d'offres. C'est très important d'avoir des démarches d'indépendance vis-à-vis des besoins également. L'esprit des rencontres Génie des lieux finalement s'inscrit dans cette démarche pour réunir à la fois industriels, maîtres d'ouvrage et puis experts pour échanger sur ces problématiques en amont des projets afin de déterminer les meilleures solutions opérationnelles. Voilà, donc Génie des lieux s'engage dans cette démarche au niveau de ses collaborateurs, de ses partenaires pour promouvoir cette indépendance. Comment ça se traduit ? Ça se traduit au niveau de nos maîtrises d'ouvrage par un conseil personnalisé, bien sûr, par des offres moins disantes liées à l'absence de rétrocommission.
Notre connaissance depuis une vingtaine d'années des appels d'offres mobiliers à la fois publics et privés nous donne une connaissance des vrais prix, ce qui nous permet de conseiller nos maîtres d'ouvrage dans l'achat et dans la dernière négociation finale au niveau des appels d'offres. Ça donne une vraie plus-value par rapport à une démarche moins transparente, qui reste assez fréquente dans la profession. Voilà. Merci Pierre. Antonio, vous représentez la société Actiu, qui est un important fabricant de mobilier espagnol, présent dans plus de 60 pays. Vous revendiquez une démarche éthique, et cet engagement, concrètement, comment est-ce qu'il se traduit depuis le processus de création du mobilier jusqu'à la fin de vie du mobilier, puisqu'il faut évidemment regarder toute la vie, tout le cycle de vie d'un mobilier. Oui, bonjour, Antonio Duran. Je vous remercie pour votre présence ici sur le Salon des Achats. Pour parler d'une démarche éthique en termes de fabrication de mobilier de bureau, il est vrai qu'aujourd'hui, le développement durable est un concept déjà bien assumé par les professionnels, à la fois pour les fabricants, dans le domaine tertiaire, mais il serait important de pouvoir expliquer pour les acheteurs tout ce qui peut avoir derrière la fabrication de mobilier de bureau. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'adopter des attitudes qui soient respectueuses de l'environnement, mais il ne s'agit pas simplement de baser toute la perception que nous avons au moment des achats sur le respect de l'environnement. En fait, derrière, il y a toute une philosophie qui est mise en place pour la fabrication du mobilier. Et cette philosophie chez Actiu est en fait axée sur cinq axes principaux. Déjà, au niveau du processus de création, il est important pour nous de savoir quel type de matériaux va pouvoir être utilisé. Voilà, les cinq grandes étapes. Tout d'abord, il y a le processus de création. À ce stade-là, nous allons envisager quel est le choix des matériaux que nous allons utiliser et qui va entrer dans la conception même du produit. Alors, vous avez par exemple les matières premières. Il faudrait qu'on puisse voir quel type de matière, les composantes de ces matières, par exemple comme le verre, les polymères ou le carton, qui sont des matériaux qui sont 100% recyclables, et quelle est la proportion de ces matériaux recyclés qui vont entrer dans la conception d'un nouveau produit quand il s'agit de créer ce produit nouveau. Toujours aussi pour le choix du type de bois que nous utilisons pour notre mobilier de bureau, il faudrait que ce bois, bien sûr, provienne des forêts qui sont durablement gérées, suivant les certifications et les normes qui sont aujourd'hui en place. À cela aussi, dans cette démarche, cette philosophie, il faudrait pouvoir trouver toutes les solutions techniques, économiques et aussi toutes les solutions durables qui vont permettre de pouvoir mettre en place un produit qui sera durablement géré pendant tout au long de son cycle de vie. La deuxième étape, c'est la fabrication. Alors, dans le cadre de la fabrication, il s'agit de mettre en place une technologie de dernière génération qui va permettre d'ajuster la production à la demande tout en utilisant les ressources matérielles et énergétiques. Il faut essayer d'optimiser les énergies pour produire avec toujours ces mêmes ressources énergétiques et avoir plusieurs économies au niveau des matières premières. Les solutions aussi en termes de technologie de pointe, c'est tout un investissement que nous mettons en place pour pouvoir gagner aussi en flexibilité pour la production et pour augmenter la qualité de nos produits.
aussi dans les solutions que nous mettons en place en termes technologiques, ce serait de voir les investissements que nous faisons dans tous les aspects au niveau de la transformation de tous les matériaux que nous utilisons. Par exemple, dans le processus de découpe, il ne faudrait pas que nous produisions de déchets, toute la poussière qui est dégagée pendant la découpe des bois, des matériaux, il faudrait pouvoir la récupérer, la compacter afin d'être recyclée. Et tous les moyens que nous mettons en termes techniques avec la robotisation, c'est pour pouvoir gagner, être plus précis dans tous nos schémas de fabrication, gagner en temps et tendre à baisser un peu la consommation d'énergie que nous avons. Pour la troisième étape, au niveau de la création d'un produit, il faut aussi penser au transport et principalement dans notre conception, nous voyons toujours un mobilier qui soit démontable, très flexible, réduire au maximum les emballages pour pouvoir mieux gérer en fait toutes les commandes. Alors on prévoit de palettiser le mobilier. Le carton que nous utilisons est un matériau particulièrement à 100% recyclable. Et en termes de stockage aussi, il faudrait voir la facilité de pouvoir empiler et gagner aussi en coût de stockage ou en coût d'exploitation. Pour le transport et l'installation, c'est vrai que pour nous, avec la gestion des emballages, ça nous permet d'optimiser au maximum le chargement que nous avons dans nos camions. Et ça nous permet, avec aujourd'hui la taxe d'éco-carbone, de faire des économies dans les combustibles et puis les coûts qui sont liés au transport pour pouvoir livrer notre mobilier. Ça nous permet aussi de réduire les émissions de CO2 et d'être aujourd'hui en totale conformité avec la législation et les normes en vigueur. Et le fait de pouvoir avoir un mobilier qui soit complètement démontable, ça nous permet de pouvoir faire aussi une installation assez souple, flexible et facile. C'est pour ça qu'on prévoit de créer toujours un mobilier qui soit complètement modulaire pour pouvoir essayer de gérer au maximum chaque composante qui permette d'intégrer ce mobilier. Je vous prends par exemple l'exemple des armoires que nous fabriquons. Ce sont des armoires qui sont démontées, en sachant que pour un camion, au moment de la livraison, pour un camion de 28 tonnes, il y a à peu près 48 armoires qui sont montées et occupent la charge du camion. Mais comme nous produisons des armoires qui sont démontées, en fait, on peut, nous, charger 166 armoires. Ça nous permet d'optimiser à 346% en fait la surface totale du camion. Et ça nous permet aussi de pouvoir faire des réductions des émissions de CO2 pendant tout le processus de la logistique. Il y a moins de pollution dans les villes et moins de trafic. Le mobilier que nous mettons en place est un mobilier qui est durable. On doit s'occuper, nous, de pouvoir gérer la vie utile du produit. Et c'est un mobilier qui doit présenter des faibles coûts de maintenance et aussi avoir la possibilité de remplacer chaque pièce de ce mobilier et qui soit vraiment très modulaire. Dans la cinquième étape de notre démarche, en fait, il faut penser aussi à la gestion du recyclage et la réutilisation de toutes les matières premières. Alors, le mobilier que nous avons qui est modulaire, la facilité de démontage nous permet de pouvoir séparer après chaque élément, chaque produit, classer toutes les pièces qui sont compatibles. Avec le marquage de chaque pièce, ça nous permet de pouvoir les identifier pour pouvoir mieux gérer en fait le recyclage de tous les éléments. Et actuellement, Actu collabore avec des entreprises qui récupèrent tout le matériel utilisé en vue de son recyclage. Alors, il y a le processus de la réutilisation. On essaye de pouvoir récupérer tout le matériel que nous avons mis en place dans des ateliers spécifiques.
Et dans le processus de recyclage, on envoie les pièces qui sont récupérables. On essaye de pouvoir bien les regrouper, les identifier et pour les proposer à différents partenaires qui collaborent avec nous dans le thème du recyclage. Alors, je parlais principalement du produit, hein, de sa facilité de pouvoir le gérer tout au long de son cycle de vie. Mais il faudrait savoir que le produit, à la base, lui, il est écologiquement conçu, mais aussi l'univers où ce produit est conçu doit être aussi respectueux de l'environnement. Le parc technologique Actiu est aujourd'hui le premier bâtiment certifié en Europe avec la certification LEED, qui est reconnue par le Conseil américain des constructions vertes et qui nous permet d'avoir un maximum de points pour la gestion des ressources et de tous les moyens que nous avons dans le parc technologique. La certification LEED cumule tous les points pour l'optimisation des ressources. Depuis que nous avons créé le parc technologique, en fait, nos factures de consommation courante, par exemple en énergie, ont été réduites de 60% du fait de l'installation de panneaux photovoltaïques sur toute la toiture industrielle du parc technologique. Sachez qu'aujourd'hui, nous produisons à peu près 7 millions de kilowatts. C'est 4 fois plus que nous n'en consommons. Et cette énergie, aujourd'hui, on peut la revendre, ou bien elle sert même en boucle pour pouvoir alimenter en fait toutes nos différentes usines. Par exemple, cette énergie sert aussi pour alimenter les moteurs de toutes les pompes pour l'irrigation. Bon, cette philosophie un peu générale au niveau de l'industrie s'applique elle-même aussi au niveau des employés. Et cette philosophie, elle est adoptée par tout le personnel chez Actiu pour promouvoir cette culture au sein des employés, de nos collaborateurs et de nos fournisseurs. Par exemple, cette philosophie vient propre de chaque employé pour pouvoir gérer même les propres déchets que nous utilisons de manière courante tous les jours, comme le papier, ou bien à la cantine, tous les petits déchets que nous pouvons produire, pouvoir bien les classer pour pouvoir en fait les recycler. Alors en termes de certification générale, notre entreprise est très reconnue dans la profession. Nous avons eu plusieurs prix, comme par exemple le prix d'architecture et développement durable. Nous avons plusieurs certifications. Nous sommes aux normes européennes. Et nous avons eu d'autres certifications aussi et des prix de reconnaissance, comme par exemple le prix Red Dot pour deux types de collections de chaises qui marquent en fait le design et la conception de tous nos produits. Merci beaucoup, Antonio. Stéphane Attali, vous dirigez pour la France les éclairages Régent, qui est le premier fabricant suisse d'éclairage. Et on parle de développement durable, je crois que l'entreprise existe depuis plus de 100 ans. Donc là, 104 ans. En termes de durabilité, vous avez fait vos preuves. C'est un gage de pérennité, effectivement, pour nos clients, de traçabilité de nos produits et de nos services. Régent est notamment connu pour son innovation. Et je pense qu'il y a un lien entre la démarche éthique, l'engagement dans le développement durable et l'innovation. On va voir ça avec vous. Absolument. L'innovation permet de s'adapter aux contraintes environnementales et aux contraintes éthiques et ergonomiques, notamment, qui sont développées au fil des années. Avant de vous parler de la démarche éthique de Régent Éclairage, je vais vous donner quelques informations. L'achat d'une lampe, l'achat d'un luminaire semble un achat facile, et pourtant derrière se cache toute une multitude de contraintes légales, humaines, économiques, en termes d'influence, d'impact sur les charges d'exploitation notamment, et sur les conditions de travail des employés. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi nos 5 sens, quand on travaille dans nos bureaux, du matin au soir, 80% des informations que l'on a proviennent de la vision. Donc l'éclairage influence tout au long de la journée 80% de votre travail. Un mauvais éclairage, c'est des mauvaises informations potentielles.
qu'il faut savoir également, c'est que l'éclairage, c'est le premier poste de dépense énergétique dans un bureau, éventuellement le deuxième. C'est 30% de votre facture électrique à la fin de l'année. Et cette facture électrique, aujourd'hui, on peut la diminuer de 70%. Ça commence à être intéressant. L'éclairage est également très lié à tous les projets de rénovation ou travaux neufs qui sont liés aux notions de HQE, haute qualité environnementale, de bâtiments BBC, à la réglementation thermique 2012 et également, évidemment, au Code du travail. Donc vous le voyez, l'éclairage a un impact quotidien et important sur votre décision d'achat. L'achat d'une source, l'achat d'un luminaire peut avoir un impact direct sur vos budgets achats en termes d'achat immédiat ou en termes de charges d'exploitation. Ce qu'il faut savoir également, deuxième slide, c'est que l'éclairage est fondamentalement concerné par le Code du travail. Sachez que le CEREN, qui est le Centre d'études et de recherche en énergie, a identifié que 15% des bureaux en France ne respectent pas le Code du travail en matière d'éclairage. Cela veut donc dire que 85% respectent le Code du travail. Et parmi ces 85%, les 3/4 ne proposent pas aux employés les niveaux d'éclairement de la norme européenne. Donc 15% des bureaux en France sont hors la loi et les 3/4 de ceux qui respectent la loi ne respectent pas les normes européennes de niveau d'éclairage. Alors, en tant qu'acheteur, quelles sont les questions clés, les fondamentaux que l'on ne doit pas négliger quand on doit acheter un luminaire ou une source, une lampe fluorescente, une lampe LED, les diodes électroluminescentes, des lampes halogènes, etc. Il y a 6 axes de réflexion à bien maîtriser, à bien identifier en amont. Comment sont fabriqués les luminaires? Quelles sont les conditions de travail dans lesquelles l'industriel fabrique ces luminaires? Je vous laisse imaginer. Il y a plus de 3000 fabricants de luminaires en Europe. Je vous laisse imaginer dans le monde combien il y en a, avec une grande amplitude de qualité et de conditions de travail, qui vont avoir un impact sur l'environnement, sur le prix du luminaire, sur les qualités du luminaire, sur les qualités énergétiques du luminaire et également sur la démarche éthique de l'entreprise. L'éclairage également dépend des procédures, des process de fabrication. L'éclairage dépend également de sa pérennité. Sachez qu'un luminaire va durer en moyenne 15 ans. Quand vous achetez un luminaire, vous l'achetez pour 15 ans. Et ses sous-composants également. Enfin, dans l'acte d'achat d'un luminaire, il faut également réfléchir au coût matière. Quand on a une démarche éthique, sachez qu'il y a des luminaires qui, pour les mêmes caractéristiques, peuvent peser du simple au double, avec les mêmes qualités, et pourtant, vous allez acheter 2 fois plus de coût matière avec certains luminaires et 2 fois moins avec d'autres. Le deuxième axe de réflexion quand on achète des luminaires, c'est comment sont-ils emballés? Quand on livre un IGH, quand on livre un supermarché, quand on livre un immeuble de bureau, il y a des milliers de cartons. Comment le fabricant s'occupe-t-il des emballages et du recyclage de ces emballages? Le troisième axe de réflexion, où ces luminaires sont-ils fabriqués? Je vais vous dire de plus en plus loin. Mais donc, si on a une démarche éthique, s'ils sont fabriqués de plus en plus loin, il y a un impact sur le coût carbone, sur la facture transport. Alors, je vais vous donner un simple exemple. Chez Régent, nous avons volontairement appelé une gamme de nos luminaires Euro. Alors, peu de gens le savent, mais pourquoi s'appelle-t-il Euro? Parce que les composants et sous-composants sont fabriqués en Europe. Et nous l'assumons totalement. Ce sont
C'est la gamme de luminaires qui éclaire les couloirs, les circulations, les toilettes, qui s'appelle des downlights. Nous en avons tous dans nos bureaux respectifs, dans nos immeubles. Ces downlights, aujourd'hui, ils viennent de plus en plus loin. Est-ce que la démarche achat, en termes d'éthique, ne doit-elle pas prendre en compte le fait du lieu de fabrication et la logistique induite par ce lieu de fabrication? Le quatrième axe de réflexion pour un acheteur, en matière d'achat de sources ou de luminaires, puisqu'il va durer 15 ans, et pour les sources jusqu'à 10-12 ans avec les technologies LED, comment le luminaire, comment la lampe va-t-elle être recyclée? Aujourd'hui, vous avez des obligations. Nous, en tant que fabricants, nous avons également des obligations. Il y a une filière qui s'appelle Recilum, à laquelle nous adhérons, et qui prend en charge la distribution de box. Il y a, je crois, 18 000 points de distribution où vous pouvez jeter vos lampes à décharge, vos tubes fluorescents, vos lampes LED, toutes les lampes qui ont un gaz à l'intérieur. Cinquième axe de réflexion, que nous on appelle dans notre jargon l'iceberg, parce qu'il y a une partie visible et une partie non visible. Quand vous achetez un luminaire, 15% du coût du luminaire tout au long de sa vie, ça va être l'achat et la pose du luminaire. Donc il reste 85%. Ces 85%, c'est la facture énergétique et la maintenance. Donc en tant qu'acheteur, et pour nous fabricants, il est important de vous orienter vers des luminaires qui vont réduire ces 85%. Et je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on arrive à réduire de 70% la facture énergétique. Donc on arrive à avoir un impact non pas sur la partie visible de l'iceberg, mais la partie non visible et qui est la plus coûteuse pour vous. Le dernier point est la pérennité de l'entreprise. Nous, les fabricants d'éclairage, on doit s'engager dans la durée. Un luminaire va durer 15 ans, une lampe va durer 5, 10, 12 ans. Nous devons être là pour assurer le suivi, la traçabilité, le SAV. Donc nous engageons les acheteurs à être très prudents sur la multitude de fabricants de luminaires qui n'ont peut-être pas les mêmes gages de pérennité que d'autres entreprises. Quand on s'engage, par exemple, sur 5 ans, c'est la durée de vie garantie par Régent sur les luminaires LED. Les LED, c'est le nouveau standard des lampes aujourd'hui, un peu pour faire un parallèle comme le iPod est le nouveau standard pour la musique par rapport aux 33 tours. La LED, la diode électroluminescente, est le nouveau standard en lampe par rapport à la lampe à incandescence ou halogène et va bientôt détrôner le tube fluo. Quand on s'engage sur 5 ans de garantie, il faut évidemment que l'industriel ait une pérennité de 5 ans. Or, beaucoup de fournisseurs d'éclairage fabriquent des luminaires très loin, dans des contrées lointaines, livrent par container les luminaires, mais ne peuvent pas assurer la garantie sur les 5 à 10 ans ou 15 ans de vie théorique de la source ou du luminaire. Voilà donc les 6 questions auxquelles vous devez répondre, savoir répondre quand vous achetez un luminaire ou une source d'éclairage. Alors, en éclairage, pour faciliter également votre réflexion, il y a 4 axes fondamentaux, dont 3 incontournables. L'éclairage a un impact immédiat sur le confort, l'ergonomie, les conditions de travail, la santé, la sécurité. Nous sommes de plus en plus en contact en amont avec les CHSCT, les médecins du travail, les DRH, les directions achats, les directions des services généraux, les directions immobilières. Elles sont toutes impliquées dans l'optimisation de l'ergonomie du poste de travail. Et l'éclairage est un facteur déterminant dans cette notion de valorisation du confort. La deuxième notion à laquelle il faut penser quand on achète un luminaire, nous sommes avec Génie des lieux qui optimise les espaces. Les espaces aujourd'hui ne sont plus statiques, ils évoluent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Dans votre acte d'achat, vous devez également réfléchir à la notion de flexibilité des luminaires.
Pourrais-je les déplacer? Pourrais-je les régler, les graduer facilement si mon space planning change? Aujourd'hui, nous devons en amont, avec vous, avec les acheteurs, penser à cela. La troisième question également pour optimiser l'éclairage, c'est quelles sont les économies d'énergie induites par une source d'éclairage plutôt qu'une autre. N'achetez plus de lampes à incandescence, n'achetez plus de lampes halogènes. Quand vous achetez une lampe halogène, vous achetez un chauffage, vous n'achetez pas de l'éclairage. C'est 83% d'infrarouge, 17% de lumière visible. En revanche, une LED n'a pas d'infrarouge, zéro infrarouge. Donc vous achetez surtout une lampe, ce qui est le but. Les tubes fluorescents, non. Pas beaucoup d'ultraviolet et pas beaucoup d'infrarouge non plus. C'est un bon acte d'achat, ce qui explique la caducité des lampes halogènes et incandescence. Donc l'éclairage a un impact immédiat sur l'environnement, sur la réglementation également, puisque aujourd'hui on doit respecter certaines puissances consommées au mètre carré. Et comme je vous le disais en préambule, l'éclairage est le premier poste de dépense énergétique dans un immeuble tertiaire. Et si ce n'est le premier, c'est le deuxième. Enfin, le quatrième axe de réflexion, mais qui est un peu plus subjectif, c'est le design. Alors très rapidement, en Régent, nous sommes présents au niveau international. Notre maison est en Suisse. Nous avons 104 ans. Et ce qui assure notre pérennité, c'est coller à notre marché, à ses attentes, avoir fait du développement durable dès les années 80, quand le mot développement durable n'existait pas encore. Dans les années 80, nous développions déjà des luminaires avec de l'électronique, de la détection de présence, de la détection de luminosité et de la gradation. Alors également, dans vos choix éclairage, quand vous achetez un luminaire, quand vous achetez une source fluorescente ou LED, assurez-vous que votre fabricant soit ISO. Pour ce qui est de Régent, nous sommes ISO 9001, 14001 et ISO 17025. 17025, ça veut dire que nous sommes laboratoire éclairage. Quand nous vous donnons des informations dans nos catalogues sur les durées de vie des luminaires, sur les rendements des luminaires, sur les capacités de non-éblouissement des luminaires, qu'on appelle dans notre jargon UGR, taux d'éblouissement, toutes ces notions techniques un peu complexes sont garanties par notre certification 17025, qui est un gage pour vous de sécurité en matière de choix éclairage. Alors nous avons une charte environnementale que je ne vais pas lister, mais voilà nos engagements au niveau environnemental et éthique, qui est sur notre site internet et qui est sur toutes nos brochures. Recilum, ce slide est intéressant parce que vous pouvez vous rapprocher de Recilum si vous avez des tubes fluorescents, des lampes iodure métalliques, des lampes LED à recycler, des luminaires à recycler. Recilum est un éco-organisme. Le site est recilum.com tout simplement. Et Recilum peut déposer chez vous des box pour le recyclage, notamment des sources. La filière luminaire se met en place cette année. Alors très rapidement, 3 photos pour vous montrer des bons vieux luminaires, des bons vieux lampadaires. Au milieu, la photo montre qu'aujourd'hui, l'éclairage se fait en amont avec les acheteurs et les responsables immobiliers. On fait des études d'éclairage en 3 dimensions. Pour ne pas mettre trop de luminaires, on met la bonne quantité de luminaires au bon endroit, sur le plan utile, sur le poste de travail. Et à votre droite, vous voyez un petit détecteur de présence qui est aujourd'hui intégré très fréquemment dans les luminaires, qui permet d'éviter d'avoir des interrupteurs, qui permet d'éviter d'avoir les luminaires éclairés quand il n'y a plus personne dans le bureau, d'éviter également que le luminaire reste éclairé quand il fait plein soleil. Le luminaire est autonome et contribue à faire des économies d'énergie, comme je vous le disais, jusqu'à 70% d'économies d'énergie par rapport à, par exemple, ce qu'on a au-dessus de la tête. Alors, dans votre choix éclairage aussi, il y a la notion de confort. Et vous devez penser à
à la carrosserie du luminaire, ce qu'on appelle une grille, une optique. Là, je vous ai mis un petit exemple. Un luminaire doit être confortable, un luminaire doit être performant. Et ce qui va influencer la qualité du luminaire, ça va être la qualité de son optique. Et ça peut avoir de grosses conséquences sur la consommation énergétique. Une bonne optique va réduire la consommation énergétique. Une mauvaise optique va vous obliger à augmenter le nombre de luminaires, parfois du simple au triple. Je vais vous montrer deux photos très parlantes. Un mauvais luminaire, un bon luminaire. On éclaire mieux et on consomme moins. Voilà comment fonctionne aujourd'hui un luminaire avec une détection de présence intégrée, une détection de luminosité. En fait, le luminaire est autonome. Vous rentrez dans votre bureau, dans votre open space. Tant qu'il y a de la présence, le luminaire reste éclairé. Quand il fait soleil, le luminaire se pondère tout seul. Quand il commence à faire nuit, le luminaire va s'éclairer de plus en plus. Et quand les personnes quittent le bureau, le luminaire s'éteint au bout de 10 à 12 minutes. Cette petite temporisation permet de faire 70% d'économie d'énergie. Voilà en gros plan à quoi ressemble le détecteur qui fait à peine 2 cm de diamètre. En gros, aujourd'hui, quand vous achetez un luminaire, on peut remplacer en moyenne, avec une bonne analyse en amont de vos besoins, on peut diviser par 2 la quantité de luminaire nécessaire. Et on a une petite gradation sur ce dernier slide. On a une petite gradation en fonction de vos choix. Vous pouvez économiser 25, 35, 50 ou 70% d'économie d'énergie sur l'énergie dépensée par les luminaires que vous aurez sélectionnés, choisis. Voilà aujourd'hui les dernières tendances en éclairage. On éclaire de manière utile, de manière citoyenne. On éclaire le poste de travail et pas tout son environnement. C'est pour ça que vous verrez de plus en plus dans les bureaux et les open space des lampadaires de bureau notamment, ou des appliques, ou des lampadaires suspendus, mais qui vont éclairer la tâche visuelle, le plan de travail et non plus tout le plateau de bureau ou tout le bureau de manière uniforme. Évidemment, vous le comprenez, on fait des économies d'énergie, on achète moins de luminaires puisqu'on éclaire là où on travaille de manière optimisée. Merci. J'allais justement, Stéphane, devoir vous interrompre parce que je crains qu'on nous coupe la lumière parce qu'on est arrivé au bout du temps imparti. Merci beaucoup, messieurs. On peut peut-être prendre des questions, s'il y a des questions rapidement dans la salle. Non ? En tout cas, on vous propose de nous retrouver sur le stand Génie des lieux, qui est le stand G30, pour poursuivre le débat si vous le souhaitez. On devine aisément que votre engagement dans une démarche éthique de développement durable a un coût. En tout cas, on a bien compris qu'aujourd'hui, en termes d'achat, la seule question du coût n'était pas suffisante. Merci beaucoup.